Là, c'est bon normalement. Mais oui, j'ai un problème de câble. J'ai déjà eu le problème cet après-midi. Je les change tout le temps. Ça rend fou. Donc bon. Alors, payer par carte. Je suis à découvert, je sais pas si ça va passer. Mais bon, c'est maintenant qu'il faut acheter des graines. C'est quoi ma carte, putain, déjà? Payer avec le compte commun, de toute façon, on n'en est plus au stade où vous savez, quand vous êtes pauvre au départ, vous mettez en place des trucs quand vous êtes en couple pour que chacun ait son argent, un peu comment est-ce qu'on dépense tout, ou pas, comment est-ce qu'on répartit l'argent. Et puis en fait, à un moment, vous êtes tellement pauvre que c'est juste un gigantesque entonnoir dans lequel tout le monde doit jeter l'argent en croisant les doigts, qu'on soit pas trop à découvert. On n'en est plus au stade où on met un pourcentage de notre paye. On n'en est plus là, nous. Je vais sur le comptoir des graines. Les OP, ça te rapporte pas beaucoup. Bah ça dépend. Ça dépend. Non, pas tellement. Enfin, pas tellement. Si jamais je voulais être payé, moi, 1900 euros par mois, faudrait qu'on fasse rentrer 6000 par mois sur la société. Pour qu'on puisse payer aussi le salaire de l'IA. 7000 même serait idéal. C'est le coût que ça coûte. C'est le montant que ça coûte. Les cotisations sociales sont particulièrement importantes quand on se verse un salaire en tant que dirigeant de société. Une erreur est survenue. Mais ça m'arrange pas, ça. Chaud pour taffer 6 mois sur le breton. Non mais on va les court-circuiter les bretons. Hein. On va pas se laisser faire. Hein. On va certainement pas se laisser faire. Je vous le dis. Hein. Putain, j'ai que des problèmes d'internet aujourd'hui. J'espère que ça va tenir. Hein. Pourquoi pas? Bah parce que en fait, alors pour être tout à fait honnête, je me vois mal apprendre le breton si j'apprends pas le gallo d'abord. Alors attendez, je vais couper le wifi parce que je suis sûr que c'est ça le problème. Hein. Ah tiens, j'ai coupé le wifi, ça marchait direct. Ok, c'est bon. Apprendre le gallo. Mais le gallo n'est pas. En fait, le problème, c'est que je ne peux pas apprendre le gallo. Alors, je vous rappelle juste ce point de détail. Et on va apprendre la langue avec Italki. Notamment, ça va représenter, comme c'est eux qui financent, ça représente une grosse partie de l'apprentissage et de la source d'apprentissage Italki. Italki ne propose pas le gallo. Pour des raisons qui ne sont pas très dures à deviner. Il n'y a pas de prof de gallo. Voilà. Il n'y a pas de prof de gallo. Tout simplement. Donc, voilà. En vrai, il y a tellement de langues à apprendre, ça me ferait chier qu'on parte sur le breton. Propose l'alsacien, oui. L'alsacien est pas dans la liste, cela dit. Mais oui. Alors juste, je vous fais mon... Vous en avez rien à foutre, mais je sais qu'il y a toujours 3 personnes que ça intéresse. J'ai commandé des graines de tomates andines, graines de tomates indigo, graines de tomates, des tomates cerises poire jaune, graines de tournesol à fleurs géantes, graines de haricots mange-tout, donc le nécargol, donc des haricots beurre, hein, si vous connaissez, voilà. Des graines de... Bon, ça, c'est des graines de fleurs, on s'en bat les couilles, là, pour moins d'1 euro. Graines de lupin sauvage, voilà. Voilà. Du maïs popcorn, des graines d'oignon rouge, des graines de pavot d'Orient, des graines de poireaux 40 ans, des graines de concombre généreux, des graines de chou kale, des graines de chou cabu, des graines de carottes et des graines de courgettes de Nice. Voilà. Voilà, voilà. J'en ai eu pour 27 euros. Ça va. 27 euros, c'est ok. 27 euros, ça me fait toute l'année.
Inch'Allah, on a des tomates cette année et une récolte de tomates, ça rend une ou deux récoltes de tomates et ça rembourse toutes les graines de l'année. J'espère les courgettes surtout, parce que les courgettes, j'avais quand même fait un bon ratio de courgettes. Ça va vu la liste. Ah non, c'est pas très cher. Et c'est que des semences biologiques, mes couilles là. Alors bon, biologique mes couilles, pour moi ça veut dire ça va mourir du mildiou, mais bon, ne soyons pas mauvaise langue. Je suis sûr que ça peut survivre. Ah non, mais de toute façon, c'est super value. Les graines, enfin, ça coûte rien. Là, les graines de tomates, je les ai à 1,50 €. En fait, il y a 2 tomates qui poussent, 3 tomates qui poussent, et c'est bon, c'est remboursé, quoi. Et les tomates andines, elles coûtent cher, en plus. C'est des tomates qui coûtent cher. Mais par contre, il faut que ça pousse. Là, j'ai été rechercher des feuilles mortes dans ma rue. Il y en a plein qui tombent. Je suis allé en rechercher, j'en ai remis dans le jardin, à fond. Du carton, des feuilles mortes, du compost, j'ai remis. Je prépare la saison, puisque bah, dans 2 mois, on sème. Hein. Ça dépend d'où vient le semencier. Si c'est un semencier du sud, c'est plus chiant. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas où c'est, comptoir des graines. Très honnêtement, je me suis fait avoir comme un pigeon, parce que je regarde les vidéos de Olivier, là, le potager d'Olivier. Et lui, il est sponsor par le comptoir des graines. Et comme moi j'aime bien ce gars et que je regarde beaucoup sa chaîne, j'aime vraiment beaucoup sa chaîne. Je la regarde vraiment très assidûment. J'aimerais vraiment beaucoup que ce soit le genre de personne qu'on puisse recruter à Hilgard pour rien vous cacher, parce que je trouve ça trop bien. Je trouve très bien ce qu'il fait. Et ben lui il parlait de ça, et donc bah, comme un pigeon, comme moi je vous incite à cliquer sur le lien HelloFresh, pour une exclamation HelloFresh évidemment, on a vendu un abonnement, si on en vend un deuxième, ce serait pas mal. Et ben moi aussi je me fais avoir par les influenceurs que je suis. Je me dis oh, j'ai confiance. C'est le chauve, ouais, exactement. Et lui dans le sud. C'est vrai que lui est dans le sud. Euh... Donc ah non, visiblement ils sont basés dans le nord. Oh bah non, ils sont basés dans le nord. Ils sont basés à Lille, à Lomme même, à côté de Lille visiblement. Bah, ça a l'air ok du coup. Je bosse en cuisine, des fois ça me fait envie d'avoir un coin de terrain pour planter des trucs, mais je sais que dans la réalité, avec les horaires de merde, je vais assumer. Bah alors sinon, faut faire un jardin communautaire. Moi j'aimerais beaucoup faire ça. Hein. J'aimerais beaucoup voir s'il y a moyen de trouver une parcelle de terre dans le pays de Fougères et, euh, et voir s'il y a moyen de faire un jardin communautaire. Hein. Graines bio, ça n'a aucun sens. Alors c'est graines AB. Pour être tout à fait précis, c'est graines AB. Donc graines en agriculture biologique, c'est-à-dire des semences reproductibles. Comme c'est pas des graines F1. Les graines F1, vous savez, ce sont des hybrides par définition. Que vous pouvez tout à fait replanter. Alors les gens pensent que les graines F1 sont des graines stériles. Les graines F1 ne sont pas du tout des graines stériles. C'est juste que vous ne savez absolument pas ce que vous allez obtenir comme plante. Elle sera très certainement pas du tout fidèle au plan mère. Parce qu'en fait, les graines F1 sont des hybrides. Voilà. Elles sont reproductibles. Souvent, il y a un taux de germination. Hein, vous pouvez obtenir. Moi, j'en ai fait germer hein, des graines de tomates hybrides. C'est juste que vous ne savez pas ce que vous allez obtenir. Donc souvent, c'est ce qu'on appelle les semences paysannes. Donc ce sont des graines qui ne sont pas traitées. Voilà. C'est des graines non traitées. Elles n'ont pas d'antigerminatif, elles n'ont pas de retardateur, elles n'ont rien. Oui, le bio, c'est le label. Absolument. AB, c'est le label. Deux plants qui n'ont pas subi de traitement chimique. Donc par traitement chimique, entendez ingrédients de pesticides de synthèse ou
ou intrants de synthèse, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça, faut quand même le donner. Hein. C'est quand même... voilà. Et normalement, ce sont des semences reproductibles. Voilà. Vous pouvez les refaire, vous pouvez les replanter et les récupérer d'une année en année. Voilà. Même si c'est plutôt déconseillé pour tout ce qui va être les courges, par exemple, notamment. Chimiques se sont utilisés bien. Oui, complètement. Mais l'agriculture biologique n'est pas une agriculture sans produits. Hein. Plutôt pas, même d'ailleurs. Bien évidemment qu'il y a des produits. Il y a des produits. Mais il se trouve que le comptoir des graines propose les deux. Propose les graines, les semences en AB et les semences en NT. Alors, les semences NT, je ne sais pas ce que c'est. Semences NT. C'est des semences juste en non traitées. Elles sont pas bio, mais elles sont non traitées. C'est des graines produites de manière conventionnelle, avec un usage possible de produits phytosanitaires, mais les graines en tant que telles ne sont pas traitées. Voilà. Graines de tomates F1 replantées, ça fonctionne pas trop mal en général. Ce qui est courge, faut éviter. Hein. Courge, faut absolument éviter. Bien sûr qu'il y a des... Mais alors... Évidemment qu'il y a des produits en bio. Hein. Ça, bio, c'est un label avec un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, vous avez toute une liste de produits autorisés, des produits qui sont considérés comme traditionnels. Dans ces produits traditionnels, il y a des trucs très sales, notamment par exemple pour ce qu'est la vigne, le sulfate de cuivre. Pour la vigne, pour les kiwis, pour je crois que c'est pour les noisettes, ce genre de trucs, les sulfates de cuivre. Les courges, parce qu'en fait, les courges s'hybrident très 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 facilement. Et en fait, il y a parmi toutes les courges possibles, il y en a quand même une certaine quantité qui sont toxiques. Et qui peuvent d'ailleurs conduire à l'hôpital, voire conduire dans les cas les plus extrêmes au décès. Mais bon, ça c'est vraiment... ça arrive très rarement. Et aujourd'hui, on a quand même une bonne sécurité alimentaire, mais il faut savoir qu'à une époque, alors ça, je me suis renseigné là-dessus, j'ai lu là-dessus. Il faut savoir, alors la plupart du temps, juste elles sont pas bonnes, hein, mais elles peuvent être aussi toxiques. Je me suis renseigné, il y a des gens qui disaient oui, mais quand même, c'est fou, les légumes, ils avaient plus de vitamines avant, les gens mangeaient mieux. Pourquoi est-ce que du coup, on vieillit plus maintenant alors qu'on mange moins bien? Et en fait, sachez, je me suis renseigné là-dessus. Qu'aujourd'hui, on doit être à peu près en France à 300 ou 400 décès par intoxication alimentaire par an. Dans les années 60, on était genre à 15 000. Les gens pratiquaient pour beaucoup l'autosuffisance, la reproduction de leurs graines, et beaucoup s'empoisonnaient notamment par salmonelle dans leurs propres légumes, en consommant des légumes inconsommables, et en conservant leurs légumes de la pire des façons. C'est-à-dire en faisant des mauvaises conserves, qui étaient du coup attaquées par la toxine botulique. Voilà, les bocaux mal stérilisés. On a eu un cas récemment là, qui a fait qui était médiatiquement très relayé. Ou alors de la viande mal saumurée, ce genre de truc. Donc il faut faire attention. Voilà. Ouais, les pommes, les poires, tout ça, ça s'hybride énormément, ce qui fait d'ailleurs que vous êtes obligé de planter des plantes. En fait, les pommiers sont considérés comme non auto-fertiles. C'est-à-dire que vous êtes obligé de planter votre pommier avec un autre pommier d'une autre espèce de pomme. Sinon, elles ne se fécondent pas mutuellement. Vous n'avez pas de pommes. Merci Zeliana. Merci d'ailleurs Kaepos pour le sub, évidemment, merci à vous. Tu récupères les graines de tes aliments. J'en récupère un certain nombre, oui. Il faut savoir que le taux de germination baisse chaque année, sauf si jamais vous congelez vos graines, vous cryogénisez vos graines, ce que je ne fais pas. Mais le taux de germination baisse chaque année, ce qui fait que là, pendant les périodes de solde, il y a beaucoup de graines en réduction, parce qu'en fait, c'est des graines de 2025. Des graines qui étaient censées être semées en 2025. Et du coup, le taux de germination baisse. Par exemple, au lieu d'avoir 8 graines sur 10 qui vont germer, vous allez en avoir que 6 sur 10 qui vont germer. Et au bout de 3 ou 4 ans, les graines, elles sont plus bonnes, quoi. Vous pouvez plus vraiment les rejeter, les replanter. Enfin, ça dépend des plantes, hein, mais bon.
Et ouais, alors souvent. Ah, ça va être chiant ça. Hein. Blablabla. Putain, faut pas que je bouge le micro. Faut pas que je bouge le micro. Bah. C'est bon. Ouais, il faut faire attention à ce que. Dans les sols dans lesquels vous plantez aussi, parce que le problème aussi, il y a beaucoup de gens qui sont aussi exposés aux pesticides dans leur propre jardin. Je lis, il y a un reportage qui a été fait sur France 2 à midi. Il y a beaucoup de gens qui en bio doivent jeter leur récolte parce elle est considérée comme non bio, parce qu'en fait il y a des taux de pesticides trop importants. Parce qu'en fait, tu es contaminé par les champs des voisins. Et en fait, ils sont allés dans des champs de particuliers, dans des jardins de particuliers, et ils ont relevé des taux jusqu'à 30 fois supérieurs à la normale pour certains pesticides de synthèse, juste parce qu'en fait, ils habitent pas loin d'un champ de maïs et qui s'est pulvérisé 2 ou 3 fois par an, quoi. T'appliques un roulement sur tes sols? Oui, mal, mais oui. Après, je plante un peu de tout au même endroit chaque année. Alors là, le jardin, juste, il va même changer carrément d'axe. Je vais tout faire perpendiculairement. Mes parcelles vont toutes devenir perpendiculaires aux parcelles de la dernière. Et oui, j'applique un roulement, j'essaie de changer. Après, de toute façon, mon sol, il est tellement dégueulasse, il est tellement nul à chier, que j'ai pas grand chose à épuiser, parce que j'ai pas grand chose dans le sol. Donc j'essaye un peu de le sauver. Et là, pardon, là où je voulais en venir, et c'est important, il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas labellées bio, parce qu'en fait, vous devez aussi payer les labels, mais qui le sont. C'est très souvent le cas pour du fromage. Beaucoup de fromages produits et vendus directement sur les fermes sont des fromages bio, dans les faits. Et mais ils ne sont pas labellés comme tels parce qu'il faut payer le calendrier, le label, le machin. Vous devez reverser une partie de votre thune au machin. Si c'est AOP, c'est autre chose. C'est compliqué, mais bon. Qu'est-ce qu'on considère pas loin quand on parle de contamination pesticides? Moins de 3 km. Je crois que c'est ça, moins de 3 km à peu près. Alors plus vous êtes près, plus la concentration peut être importante, mais ça peut voler sur 2-3 km sans difficulté. Si jamais si jamais il y a des pulvérisations pendant les temps de vent, pendant des temps humides et des temps venteux, sans difficulté, ça peut voler sur plusieurs kilomètres. Donc voilà, il y a 15 000 labels. Et puis voilà, du coup, ce qui veut dire produit dans votre propre sol ne veut pas dire produit. Enfin, il faudrait faire un test de sol, quoi. Idéalement, il faudrait tous que ça coûte un peu de pognon. Si j'avais un peu de pognon, je le ferais. Il faut tester son sol, quoi. Vous prenez des échantillons de votre sol et vous envoyez ça en laboratoire pour tester sur les métaux lourds, les machins, les trucs. Ouais, les appellations, ça se paye et tout, ouais. Ouais, je vais pas dire que c'est une mafia, mais bon. Pour certains labels, en tout cas, ouais. Moi, ce qui m'a le plus scandalisé, c'est le poulet jaune. Le poulet jaune, vous savez, c'est un poulet qui est considéré à l'origine comme un poulet de meilleure qualité. Un poulet label rouge, potentiellement, élevé en plein air, nourri aux céréales, notamment, mais pas que, voilà, avec une alimentation variée, une accessibilité à l'extérieur. Voilà, le poulet plus, quoi. Les poulets issus de l'agriculture biologique, avec un taux d'abattage, un temps d'abattage 2 fois plus. Je crois que c'est 87 jours le label rouge, alors qu'on est à 40 jours dans la filière intensive. Et en fait, maintenant, ils arrivent à nourrir les animaux. Il y en a plein, ils arrivent à tricher sur le poulet jaune. C'est-à-dire, ils arrivent à faire bouffer au poulet des colorants pour que ça colore la chair.
et qu'elle soit jaune. Ça, c'est un délire, je trouve. C'est un délire, mais le capitalisme est trop fort. Moi, le capitalisme, je trouve ça trop fort. Le poulet jaune est synonyme de qualité, bah, je vais pas faire du poulet jaune. Je vais jaunir mon poulet par des colorants alimentaires. Par des colorants. Et il y a eu un scandale là-dessus récemment. C'était quoi Alors, là, je suis sur Odélis. Ce que l'on fait croire sur le poulet jaune. Le poulet jaune sera un gage de qualité, blablabla. C'est d'ailleurs ce que les industriels veulent nous laisser croire, car la jaune du poulet jaune. La vérité sur le poulet jaune, il y a un bouquin qui est sorti. Le poulet jaune industriel, bah ouais. Voilà, la chair est colorée au caroténoïdes, donc en gros aux carottes, hein. Ce qu'on trouve dans la carotte. Pour que le poulet soit vendu plus cher et considéré comme par le consommateur de meilleure qualité, ce qu'il n'est pas. Et bon, bref. Vous savez ce que c'est, hein. Vous savez ce que c'est que j'ai pas voulu apprendre, hein. Le capitalisme trouve toujours un moyen. J'ai arrêté de me renseigner sur l'industrie agroalimentaire, vraiment un truc de zinzin. Et là, j'ai vu qu'il y a eu un bail, parce que je suis une meuf sur Insta qu'on a parlé, de la FDSEA, donc la FNSEA du département, s'est mis à ouvrir des camions, je crois que c'est en Bretagne, des camions, ils sont tombés sur des poulets brésiliens. Et les poulets brésiliens, tenez-vous bien, en gros, ils allaient être livrés à Père Dodu qui a été racheté par je sais plus quoi, dans lequel on trouve l'un des gars de la FNSEA, des dirigeants de la FNSEA, qui est du poulet brésilien, mais Enfin bref, il y a des bails où visiblement le patron de la FNSEA a des parts dans des trucs de poulet du Brésil. Je vais faire pousser des avocats. Oh bah ça c'est pas très compliqué, hein. C'est pas très très compliqué. Comme le saumon injecté à la flotte. Mais même les steaks, hein. Même les steaks à l'eau salée, ouais. Je crois que c'était à Dole. Ouais, je crois que c'était pas loin, hein. Ouais, ouais. Le Mercosur va faire exploser les nouvelles théories du complot. Alors en plus, il y a un truc où... En fait, ce que beaucoup de Français ne comprennent pas, je pense, c'est que tous... Alors les Français, quand ils achètent des œufs, ils achètent beaucoup d'œufs en plein air, par exemple. On a déjà parlé de la tension sur les œufs ici. Sujet qui nous parle beaucoup. Les Français, ils achètent les œufs en plein air, plutôt. Et de plus en plus. Les Français, quand ils achètent du poulet, ils aiment bien acheter aussi du poulet de moyenne qualité, on va dire. Pas de bas de gamme, mais de moyenne qualité. Pas des poulets élevés en batterie. Genre, ce qui, d'ailleurs, je ne sais même pas s'autoriser en France, l'élevage en batterie de poulet. En fait, toutes les viandes de mauvaise qualité, c'est pas des viandes ou des protéines qu'on va consommer brutes. Les protéines de mauvaise qualité, enfin produites dans les mauvaises qualités, mauvaises conditions, c'est pas les protéines qu'on consomme brutes. C'est des protéines qu'on consomme transformées. Les œufs les œufs qu'on importe, par exemple, la viande de poulet qu'on importe massivement d'Europe de l'Est, et peut-être demain la viande de bœuf qu'on importera du Brésil, ce sera, par exemple, vous allez les retrouver dans les lasagnes surgelées ou dans les pots de bolognaise ou les œufs, par exemple, c'est dans les gâteaux. C'est essentiellement à destination des produits transformés. Que ça fait baisser d'ailleurs le coût des industriels pour les produits transformés. Dans les nuggets ou dans les cordons bleus, peut-être.
En tout cas, moi, quand j'avais lu un peu là-dessus, en fait, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est ça, c'est que les viandes d'importation sont surtout des viandes transformées. Donc dans des produits transformés. Ce qui fait baisser le coût pour les industriels de l'agroalimentaire. C'est là-dessus que les industriels de l'agroalimentaire tirent les marges. Sur l'importation à l'étranger de produits de moins bonne qualité, mais planqués sous des texturants, des exhausteurs de goût, etc., etc., etc. C'est pas ce que vous allez bouffer au restaurant. Au restaurant, on va vous servir de la viande française, de la charolaise, à la limite, elle vient peut-être d'Allemagne ou de Belgique, à la limite. Parfois d'Espagne. Les œufs, globalement, ils sont plus ou moins du coin. Et par exemple, la plupart des œufs qui sont achetés ici à Fougères sont des œufs de Louvigné du désert. Voilà, c'est le plus gros vendeur d'œufs, il est à Louvigné du désert. C'est à 15 bornes de Fougères. Euh, et en fait, tous les œufs que vous allez bouffer dans les gâteaux que vous achetez au Leclerc, bah, là pour le coup, c'est des œufs qui viennent de je sais pas d'où. Mais c'est les œufs Coquelin ici. Je crois que c'est les œufs Coquelin que ça s'appelle. Les œufs Coquelin. Producteur d'œufs Coquelin, il est vilaine, œufs en plein air. Je sais pas combien ils produisent d'œufs par an. Ils ont 15 000 poules en élevage traditionnel et 25 000 poules en plein air. Ils ont 40 000 poules. Ils avaient 40 000 poules en 2021. C'est quand même beaucoup, hein. Bah, ils doivent bien sortir 40 000 œufs par jour, hein. Facile, peut-être 30 000 par jour. Parce qu'une poule pondeuse, là, sur un bon ratio, vous êtes à un œuf tous les 26 heures, je pense, comme ça. Tous les 26 ou tous les 28 heures. Et puis les poules, elles sont changées tous les ans et demi, quoi. Ouais, c'est ça, ils viennent. Alors, à l'époque, ils en sortaient 40 000. Ils avaient 40 000 poules et ils venaient d'investir dans un nouveau bâtiment. Objectif, produire 13 millions d'œufs à l'année. Voilà. Après, le bâtiment, il est super grand. Le bâtiment fait 110 mètres de long, 12 mètres de large et 10 hectares de prairies. Il y a 10 hectares de prairies accessibles. C'est quand même beaucoup pour les poules. Moi, c'est là-bas où j'achète mes œufs. Niveau prix, ça m'arrive de me dire que les produits hyper transformés, au final, c'est rendu quand même pas cher entre le produit lui-même, l'emballage plastique, éventuellement une barquette, la boîte en carton, l'usine avec ses machines, etc., etc. Bah non, mais bien sûr. Après, il y a les économies d'échelle qui sont démentielles. Tout est fait sur des économies d'échelle. Après, vous savez, le taux de viande que vous avez dans un pot de bolognaise, un pot de sauce bolognaise, c'est très faible. L'ingrédient principal, 4 mètres carrés pour une poule, ça va. Oui. Oui, oui. Moi, elles auront pas tant. Je suis désolé, mais elles auront pas tant. Après, t'as 110 mètres de long de bâtiment, quoi. J'imagine que bon. Mais ouais, l'ingrédient principal, c'est de la flotte. C'est de la flotte, ouais. La pénurie actuelle des œufs fait que les autorisations exceptionnelles ont été accordées pour faire des méga usines à œufs. Oui, puis c'était dans la loi du plomb, ça d'ailleurs. Et c'est clairement pas le modèle vers lequel il faut aller parce que euh, les Français, quand ils consomment les protéines brutes, ils sont prêts à mettre de l'argent pour avoir des meilleurs produits dans des meilleures conditions. Si demain tu produis des œufs de merde en batterie, là pour le coup, il y a vraiment aucune plus-value. Parce qu'en fait, la seule chose qui va te distinguer de quelqu'un d'une importation, c'est le coût du travail. Et le coût du travail en France sera toujours plus élevé que le coût du travail en Ukraine, par exemple. Ou que le coût du travail en Pologne. Donc, quitte à avoir deux œufs produits. En plus, le transport, c'est un coût dérisoire. Donc. Je crois que c'est 10% du prix du total. Donc, si jamais l'œuf polonais coûte 2 fois moins cher que l'œuf français produit dans les mêmes conditions, bah, tu vas acheter l'œuf polonais, que ça en a à foutre. Si t'as pas de plus-value, au, au, bout d'un moment. Euh, au, bout d'un moment, 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 euh,
Ça, c'est ce que je pense. Il y a beaucoup d'agriculteurs français qui n'arrivent pas à le comprendre. Ça, je ne comprends pas. Il faut au minimum 10 mètres carrés par poule, mais plutôt 20. Ouais, non, mais ça c'est théorique. Moi, elles auront pas autant, hein. Je vais pas vous mentir, les poules, elles auront 3 mètres carrés, hein. Par poule, il y aura 3 mètres carrés. Peut-être 4, allez, mais entre les normes des industriels, c'est combien de mètres carrés par poule en élevage traditionnel? Dans l'élevage traditionnel, c'est 20 centimètres carrés par poule. Bah non, c'est 0,2 mètres carrés. Oui, c'est vraiment ça. 0,2 mètres carrés par poule en élevage traditionnel. Bon, ça préconise 20 pour qu'elle soit vraiment dans une bonne situation de bien-être. Moi, je pense que je peux couper la poire en deux, ce sera toujours moins pire que dans les élevages traditionnels, quoi. Ouais. Le salaire moyen en Pologne est grosso modo similaire à ce qu'on fait en France. Oui, ou en Ukraine. Je sais que le poulet, il y avait la question du poulet d'Ukraine. Souvent, dans les produits transformés, genre bolo, surimi, etc., souvent les déchets qu'on essaie de valoriser. Oui, aussi, bien sûr, oui. Oui, oui. Moi, les poules, elles auront moins de place, hein. Faut savoir, voilà, que la densité... Alors, sachez que la densité maximale autorisée pour des poules en plein air, c'est 9 poules au mètre carré. Vous vous rendez compte, quand même? 9 poules au mètre carré. Ah, moi, il y en aura moins d'une au mètre carré. C'est déjà pas mal, hein. Mais je peux pas leur réserver 50 ou 100 mètres carrés dans mon jardin. J'ai pas la place. Ah oui, non, mais je vais les nourrir. Moi, je vais les nourrir au grain. C'est pour ça que je plante du maïs, d'ailleurs. C'est pour nourrir les poules. Mais si j'avais un gigantesque terrain avec un verger, je clôturerais tout et je lâcherais les poules. Bon, pas les couilles, mais j'ai pas la place. 9 poules par mètre carré, ça fait pas. Non, c'est pas beaucoup de place, 9 poules par mètre carré. Moi, je pense que, ouais. En gros, mon objectif, c'est d'avoir au max du max 10 poules sur 25 mètres carrés. Mais ce sera pas 10 poules adultes. Ce sera jamais 10 poules adultes, en fait. Le truc, c'est que moi, les poules, à 50-60 jours, tout ce qui ressemble à un coq, déjà, ça meurt. Ça finit dans le congélateur. Parce que je ne vais pas avoir 10 coqs. Ça n'a aucun sens. Sinon, ils vont s'entretuer. Il faut un coq par basse-cour. Voilà, c'est un maximum. Donc, tout ce qui ressemble à un coq, ciao. Et puis, quelques poules en moins, quoi, hein. Quelques poules en moins de temps en temps. On fait un poulet fermier, on en fait un par mois, voilà. T'as trouvé le moyen de les buter? Ouais, j'ai un ami qui achète une maison juste à côté de chez moi. Enfin, j'ai des amis qui achètent une maison juste à côté de chez moi. Et eux, pour le coup, ils vont quasiment avoir 4 hectares. Et ils sont en agriculture. Donc, eux, tuer des animaux, ils ont l'habitude. Donc, voilà. Des canards aussi. Ouais, moi, je voulais mettre 2-3 canards. Je voulais mettre 2 canards. Pas de coq du tout, c'est plus simple. Non, mais si, parce que moi, je veux faire de la reproduction. Mon voisin a genre 6 coqs dans son jardin, mais pas de poules. Ah, putain, la vache. Ah ouais. Mais en fait, je crois qu'on se rend pas compte, mais dans la nature, les mâles, pour beaucoup d'espèces, notamment nous, beaucoup d'espèces qu'on a domestiquées, je pense aux vaches, par exemple, je pense aux oies, je pense aux poules, il y a besoin d'un mâle pour 20-30 femelles. Et dans la nature, enfin dans la nature, c'est difficile de parler de nature, mais les mâles meurent en fait. Les mâles partent en compétition, se retrouvent solo ou meurent quoi.
Ou se sacrifient aussi d'ailleurs. Genre les coqs c'est des kamikazes. Je sais pas si vous connaissez un peu le comportement des coqs, ce sont des kamikazes. Les oies, ça vit en couple. Alors peut-être pas les oies, peut-être les pintades. Alors, chez mes parents, les coqs sont gérés au bruit, ils se font trop chier, congélo. Ouais. Mais les coqs sont suicidaires. Ils se sacrifient pour sauver les poules. Mais sur des conneries. Hein. Ils sont bêtes, hein. Ils sont idiots. Hein. Enfin, ils sont idiots. Prennent des risques très inconsidérés. C'est pour ça qu'on fait des combats de coqs. Hein. C'est des animaux vénères. Hein. C'est des animaux turbo-vénères. Mais le taux de décès des coqs dans la nature, il est énorme. Genre vraiment, c'est des animaux, vraiment, ils vieillissent pas de fou, hein, en fait. Hein. Ils sont très, très, très régulièrement, comment dire, changés, quoi. Ah non, mais ouais. Et chez les bovins, bah il y a ça aussi un peu chez les bovins. Si vous les castrez pas, il y a ça aussi. Ils se battent pour le cheptel. Ils ont aussi une arme oui, ils ont une arme très, très vénère. Et d'ailleurs, alors je sais que pour les vaches c'est le cas. Quand t'as plusieurs taureaux, le problème c'est que il y a trop de saillies. C'est-à-dire qu'ils passent. La vache, elle se fait passer 3 fois dessus par jour, quoi. Et à la fin, elle se nique le dos, quoi. Ouais, poule faisan. Alors les faisans un peu moins, ouais, mais ouais. Le coq a souvent une favorite, la poule prend cher. Oui. Moi, on m'a toujours dit, il faut une autre race de poule pour le coq, et cette race, ça doit être une race légère. Prenez des poules lourdes et des coqs légers. Comme ça, ils galèrent pour baiser les poules. Ouais, c'est vrai chez les humains, la surmortalité, mais pas pour les mêmes raisons. Hein. On se sacrifie pas pour sauver notre harem de femmes d'une attaque de faucon, quoi. Globalement, c'est plutôt rare. Non, c'est beaucoup des gens, par contre, non, masculinité toxique, comme j'imagine chez les humains, c'est des mecs qui, pour un feu rouge grillé, sont prêts à te courser à 130 sur la route, en dépit du bon sens, avec 3 grammes dans les veines. C'est comme ça que moi je vois la masculinité toxique chez l'espèce humaine. Ouais. J'étais témoin de ça à tel point que les poules viraient les petits coqs du poulailler devaient dormir dehors. C'est des animaux extrêmement hiérarchisés. Les poules, c'est extrêmement hiérarchique. Vous savez qu'il ne faut pas introduire une nouvelle poule seule dans un poulailler. Sinon, elle se fait bully, elle se fait défoncer la journée par toutes les autres. Il faut toujours les introduire par plusieurs, la nuit, après un certain temps où elles ont pu cohabiter à travers une clôture. Sinon, elles se défoncent. Elles se battent et elles se défoncent. Ouais, l'export extrême. Les mecs qui font du wingsuit, là, on en parle. Qui fait ça, quoi? Donc les poules, toi, tu veux les mettre bien, mais entre elles, elles se détestent, elles s'entretuent, c'est horrible. Ah non, mais les poules, c'est des. Quand tu regardes le comportement des poules, moi j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les poules en attendant de pouvoir les recevoir. C'est un enfer. Ce sont des animaux horribles. Vraiment. Ce sont pas du tout des animaux peace and love. Alors que les canards, c'est un peu plus chill, sauf pendant la reproduction, puisque les canards, il y a un taux de mortalité chez les canes pendant la reproduction qui est assez vénère.
Par noyade. Mort par noyade chez les cannes pendant la période de reproduction. Et oui, les poules, elles sont racistes aussi. Ouais, les poules, elles sont racistes aussi entre elles. On en a déjà parlé ici. Si elles ont pas le même pelage, ou si elles sont pas exactement de la même race, elles se battent entre elles. C'est des dinosaures, never forget. Ouais. On a vu 4 poules d'un coup, les plus petits se faisaient bully, on a dû la séparer pendant un moment. Ouais, bah la pauvre. Donc ouais, c'est des animaux. Dans les animaux très grégaires, dans les volatiles, il y a les pintades. Mais quel bruit ça fait. C'est un enfer. Les pintades, je sais pas si vous avez déjà pu tester, c'est extrêmement bruyant. C'est un enfer. C'est horrible. Ça passe son temps à gueuler. Et en plus, c'est ultra flippé comme animal. Mais ouais, il y a des animaux très hiérarchiques comme ça, hein. Il y a des animaux chill, genre les ânes par exemple. Les chèvres même. Ah, les chèvres, ça dépend. Elles se cartonnent un peu entre elles. Euh, il faut pas trop de mal dans les chèvres. Elles se cartonnent un peu entre elles sinon. Mais les ânes, par exemple, c'est giga chill. Voilà. Les ânes, t'en veux pas en voisin. Bah moi, mais j'en ai un voisin des ânes. J'en ai juste à côté de chez moi. Alors je les entends gueuler toute la nuit. Régulièrement, la nuit, ils gueulent. Mais ça va. Ils gueulent, mais ça va. Franchement. Par contre, c'est vrai que les chevaux, on les entend pas. Mais alors les ânes, ouais, les ânes, ils gueulent. Mais ça me dérange pas qu'ils gueulent, les ânes. Ça, je préfère ça. Moi, j'ai des ânes et des chouettes la nuit qui gueulent. Je préfère ça qu'autre chose, hein. Par contre, il paraît que les lamas et les alpagas, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment trop chiant. Il y en a d'ailleurs pas loin, et j'ai un pote, bah, du coup, mes potes s'étaient posé la question de savoir, bon, bah, est-ce qu'on mettrait pas des lamas ou des alpagas. C'est un enfer. C'est un enfer à traire déjà. Et c'est super méchant. C'est vraiment vénère. Pareil, c'est vénère, ça se laisse pas faire. Ils se prennent la tête entre eux. Ça a l'air d'être vraiment chiant. Ça a l'air d'être vraiment casse-couille. Je disais, ça a l'air d'être beaucoup de contraintes, quoi. Et dromadaire, bah, je lui ai posé la question. Je lui ai dit des chamelles, on peut mettre des chamelles. Ça se fait, hein, pareil, ça se fait, mais. Ça se fait dans le nord, il y en a dans le nord. Des cochons miam. Cochon, c'est pas sympa non plus, hein. Cochon, c'est vraiment pas sympa non plus. Enfin, cochon, c'est pas sympa. Vous pouvez avoir un petit cochon que vous éduquez, ça c'est sympa et tout, mais les cochons, euh, faut pas qu'ils aient faim. Quand les cochons ils ont faim, faut pas que vous puissiez ressembler à une proie, quoi. Parce que c'est vorace. C'est vorace de fou. Et ça bouffe tout, hein. Ça bouffe vraiment tous les cochons. Ça doit pas avoir de goût comme animal, hein. Petit cochon, après le truc fait 300 kilos, il prend la moitié de ton salon. Non mais les cochons nains maintenant, mais oui. Ah non, non, les cochons c'est... Enfin, Babe, tu vois, il devait être sympa. Babe, il devait être sympa. Je pense un cochon que t'éduques, etc., ça peut le faire. Mais les cochons de ferme, c'est pas des animaux, c'est pas des animaux de super bonne compagnie, hein.
Vraiment. Hein. Ouais, c'est des animaux, ils sont en colère. Hein. Ils sont en colère vite. Hein. Après, c'est pas nos potes, hein, les animaux. Hein. C'est pour ça qu'on les mange. Hein. Enfin, c'est horrible à dire, hein, mais les cochons bouffent les os. Les cochons, ça mange tout. Ouais, ça mange tout. Oui, c'est ça. C'est pas des animaux de super bonne compagnie. Hein. C'est comme les moutons, hein, c'est pas de super bonne compagnie. C'est teubé les moutons un peu. Hein. Pas vous mentir. Les cochons, c'est intelligent comme les chiens. Si tu les traites mal, ils s'en souviennent. Mais c'est comme les chiens en meute, par exemple. Les chiens en meute, il y a pas mal de régions où les chiens deviennent territoriaux. Il y a trop de chiens errants. Les chiens sont en bande, ils sont territoriaux. Et ils attaquent les gens, quoi. Ils attaquent les gens. Parce qu'au bout d'un moment, bah. En fait, je pense surtout qu'il y a. Je pense que vraiment ce qui change beaucoup, c'est si jamais genre vous avez un animal d'une espèce, genre même une poule, un cochon, à la limite, un mouton, et que vous passez toute votre vie avec, bon, vous allez réussir à le sociabiliser et il sera probablement sympa. Et ça ira, quoi. Ce sera ok. Mais c'est pas la même ambiance que dans une ferme, quoi. Les 5 boucs castrés sont sympas. Ils sont sympas avec toi, mais est-ce qu'ils sont sympas entre eux? Moi, d'ailleurs, je vais vous raconter ce truc, je l'ai raconté 15 fois. Vous savez qu'avant, il y avait un événement à Montbazon. Événement de Nota Bene. C'était à Montbazon, dans une cité médiévale, là, sur une mode castrale. Et ils avaient des chèvres naines, là. Des chèvres naines pour bouffer les talus, bouffer les herbes, etc. Merci Shakit pour le sub. Bah moi, du coup, j'y suis allé 4 fois. Bah j'y suis allé en fait à chaque édition. Et j'y suis même allé comme ça là avec Ben et tout. Et c'était pas rare qu'une une chèvre naine, elle cartonne un gamin qui fait un peu trop le malin, qui est un peu tout seul dans un coin, qui a 6 ans, il se faisait cartonner quoi. La chèvre elle cartonnait quoi. Et après ils se mettent des coups de tête quand même. Et des fois les gamins ils avaient un peu trop rien fait. Hein. Mais bon, ils étaient là. C'était des cibles faciles. Je pense que juste c'est des animaux qui ont des pensées intrusives. En mode, quand même, lui je peux lui mettre un coup de tête. Hein. Je pense que ça, les animaux des fois ils ont des pensées intrusives et ils ont pas la civilisation pour les empêcher de d'y céder quoi. Euh, Et ouais, je pense qu'il y a un gamin, des fois, il prend pour tous les autres, ouais. Alors après, c'est une chèvrelelle, hein, ça, bon. Mais quand t'as 6 ans, je pense, ils sont curieux sur leur façon de jouer les coups de tête. Ouais, mais bon, écoutez, dans un gamin de 6 ans, bon, bah. Ouais, les gamins sont à hauteur, ouais, ça. Mais ouais, du coup, bah, les animaux, les graines, la ferme, voilà. Écoutez, hein, c'est la vie, hein. Bon, en tout cas, juste pour le défi du jour, vous avez vu que le short du jour, c'était sur le breton. Si on ne fait rien, c'est le breton qui va gagner, hein, je vous le dis. Hein. Parce qu'autant les Serbes, ils ont un peu forcé, autant les Bretons, là,
La dernière fois que j'ai regardé, on était à 71% de taux d'apprentissage du breton. Et ça monte. Je vais aller voir. Si vous faites rien, on apprend le breton. Hein. Le voyage, ça va être le Finistère. Hein. On est à 72 là. Ça continue de monter. Faut aller voter contre, hein. Désolé, hein. Après, il y a le basque. Je vais sortir le basque demain. Le basque, il y a moyen. Peut-être que je sors dans 2 jours le basque. Le basque. Il y a les berbères. Le berbère, vous allez voir. On va se taper un bon taux sur le berbère aussi. Il y a moyen que ça circule dans des groupes Facebook de berbères, ça. C'est sûr. Les Portugais, un peu, mais ça va. Il y a plein de gens qui ont voté non pour le portugais parce qu'ils votent non sur les langues romanes parce que les langues romanes sont trop faciles. Donc on a pas mal de gens qui votent non sur les langues romanes pour ça. Pour voter, on est d'accord, il faut mettre un commentaire, il n'y a pas de sondage direct. Sondage direct sur Instagram, si. Sur Instagram, il y a le sondage est direct. C'est rattaché à quelle autre langue, le berbère? Bah, si tu prends large à l'arabe, à l'éthiopien, si tu prends large. Moi aussi, j'aimerais bien voir le finnois. Moi aussi, j'aimerais bien, mais le finnois, je crois que ça tombait contre le serbe. Et les serbes, ils ont turbo forcé. Ah, ça tombait contre le portugais, autant pour moi. Il y a ses chances, ça a ses chances. Les Kabyles, ils ont une langue. Oh là, tu vas avoir des problèmes, toi. Ils ont tout à fait une langue, ouais. Oui. Est-ce combien de votes le breton, genre en nombre de voix? Sur Insta, c'est 72% de 569 réponses. C'est beaucoup. Pour comparer, le portugais, c'était 540 au bout de 3 jours. Là, je l'ai posté tout à l'heure. Hein. On a déjà dépassé le nombre de votes du portugais en 3 jours. Si tu as des soucis de câble XLR, comme au début du stream, ça c'est facile à ressouder. Ah ouais, mais oui, j'imagine sûrement. Faut savoir que le Discord Linguisticae a placé en tête, en trio de tête, des langues qu'ils veulent qu'on apprenne, l'arabe, le japonais et le breton. Voilà. Non, j'ai pas mis luxembourgeois, trop proche, effectivement. Si on ne fait rien, c'est ce qui va se passer. Ça va jouer entre ces 3 langues-là. Le truc, c'est qu'après, on va se prendre la tête sur quel dialecte de l'arabe. Ça va être un bon délire, ça. L'allemand est pas dans la liste. L'allemand, je le parle déjà, j'ai pas besoin de le mettre dans la liste. Il faut savoir que les langues qui ont le moins de succès, c'est l'indonésien, le nahuatl, le berbère, et même je vais mettre swahili, lingala, turc, hongrois. Les gens ne veulent pas apprendre ces langues. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, je trouve ça vraiment dommage. Arabe égyptien, ouais, où je pars sur tunisien parce que j'ai des potes en Tunisie. Mais en fait, ça va dépendre du prof. Ça va dépendre du prof qu'on trouve sur Italki. Arabe, pourquoi pas. Le truc, c'est que si jamais je fais une vidéo, j'apprends l'arabe, ça va être là, ça va être chiant avec l'extrême droite et tout. Ils vont casser les couilles, j'en suis sûr. Norvégien est classé. Norvégien est pas dans la liste. Suédois.
Bah moi, finnois, ça me chauffe. Hein. Finnois, je suis chaud. Hein. On rappelle que j'ai pas mis le russe et j'ai pas mis l'hébreu pour des raisons politiques. Euh... On va voir. Hein. Bon. Finnois, je suis chaud. Hein. J'y crois pas trop, mais bon. Quand le finnois va sortir, va falloir voter de fou. Hein. De zinzin. Et la vidéo, elle sera sortie depuis, je pense, quand ce sera le 30, 31 janvier. Je ferai la liste. Je reprendrai tous les commentaires pour voir c'est quoi les 8 langues qui ont été présélectionnées. Et celles-là, elles passeront prioritairement par rapport au sondage. C'est-à-dire que si jamais j'ai le breton dans la présélection, non, genre le portugais dans la présélection, mais que le finnois n'y est pas, bah, ça passera, le portugais gagne sur le finnois automatiquement, quoi. Peu importe les votes. Bah voilà, on verra. Wolof, je suis chaud de fou, je suis chaud de zinzin, Wolof. J'ai déjà un plan pour l'apprendre sur place. J'ai un plan pour aller au Sénégal. J'ai déjà presque tout pour le Wolof. De toute façon, quand il restera plus que 8 langues en lice, on fera un live et on fera le choix final. Hein. Il y a le Bambara. Non, il n'y a pas le Bambara. Il y a Lingala Wolof pour l'Afrique. Et Swahili. Voilà, on a quand même déjà un bon panel. Et arabe, oui, tu peux compter arabe dans l'Afrique. C'est vrai qu'il y a une bonne partie de l'Afrique du Nord parle arabe. C'est pas là d'où la langue est originaire. C'est pas une langue. Ce sont pas des langues nigéro-congolaises, ni des langues khoisan. Mais oui, effectivement. Pas chinois ou russe. Chinois est dedans. Chinois est dedans. Chinois un peu chaud. Enfin voilà. Voilà, voilà. Pour cette partie-là, ce petit point. Vous avez vu qu'il y a eu un deuxième accident ferroviaire en Espagne. Putain, loi des séries. Hein. Vietnamien, c'est contre le breton dans la liste. Alors, autant vous dire que vietnamien, ça va vite passer à la trappe. À la trappe. Hein. Moi, ce qui m'a tabassé là sur la question des trains, sur la question des trains, ce qui m'a tabassé, c'est que là, ils en ont fait un sujet aux 20h à midi et ce soir sur le fait qu'il y a une offre à la SNCF pour prendre le train, pour avoir une offre premium sans enfant. Et tous les gens sont en train de péter une durite, alors qu'en fait, cette offre, elle existe depuis longtemps. Cette offre, avant, ça s'appelait la première tranquille. Et ça existait déjà depuis longtemps. Bah, j'entends pas les tons non plus. Hein. Ça sera un truc à apprendre. Hein. Contre qui sont les Arabes, Chinois et Wolof? Alors, Chinois, c'est contre le Serbe. Wolof, c'est contre le Lingala. Et t'as dit quoi d'autre? Arabe, Chinois, Wolof. Chinois, c'est contre le Serbe. Et l'Arabe, pardon. L'Arabe, c'est contre le Suédois.
C'est où qu'on vote pour les langues sur Instagram? Tu parlais des graines de plantes tout à l'heure, tu t'y connais de ouf, c'est une passion. Ah, j'aime beaucoup le jardinage. Ah oui, oui, je suis passionné de plantes, de nature, de jardin, bien sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. Les Allemands, ils présentent les choses différemment. C'est eux, ils ont des zones dans les trains réservées aux enfants. Mais sous-entendu, si vous avez pas d'enfants, si vous avez des enfants, vous êtes obligé d'y être, quoi. C'est là où vous allez, quoi. Ils centralisent les familles avec enfants. Ce qui revient à avoir des endroits sans enfants, hein. De fait, hein. Et tous les enfants au même endroit, c'est que ça fait des endroits, il y a des endroits où il n'y a pas d'enfants, hein. Globalement, à peu près, plus ou moins. Moi, j'avoue, je vais pas vous mentir, hein. Pourtant, je veux des enfants et je suis d'accord sur le fait que les enfants ne sont plus présents dans l'espace public et qu'on est de moins en moins tolérant aux enfants. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais le train, c'est de. Pour moi, le train, hein, c'est un espace de travail. Et c'est compliqué de travailler quand t'as un gamin de 3 ans qui gueule ou qui chiale à côté de toi. Et quand t'as des trajets de 4 ou 5 heures et que moi je dois travailler, parce que moi je travaille dans le train, quand j'ai une journée là pour les mycéliades, là pendant 2 semaines je vais être en tournée, bah dans le train je vais travailler parce qu'en fait j'ai pas il y a 16 endroits où je peux le faire. Et bah du coup forcément j'aimerais bien avoir des zones où je peux travailler, c'est quand même cool quoi. Et donc moi je trouve pas ça grave qu'il y ait des zones sans enfants et qu'il y ait des zones où pour le coup il s'est vraiment pensé pour les enfants. Et je pense que le train, globalement le problème c'est que le train n'est pas pensé pour les enfants. Les carrés familles de l'enfer, là c'est un enfer, hein. Il leur faut des divertissements pour les enfants, comme ils avaient fait dans le Théos à l'époque. Dans le Théos, qui a été remplacé du coup maintenant par le TGV. Le Théos, c'était si je dis pas de bêtises, entre Paris et Strasbourg. Dans le Théos, qui était un corail rebrand, hein, il y avait des parties des parties divertissement pour les enfants. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est des espaces pour les adultes qui travaillent et des espaces pour les enfants qui voyagent et qui ont besoin d'être divertis. Il faut les deux, tout simplement. Nouveau TGV, c'est des bétaillères, ils ont augmenté la capacité en siège. Non. Oui, oui. On est globalement mal assis, même en première classe aujourd'hui, hein. Les sièges sont de plus en plus petits et de plus en plus serrés. On est moins bien assis en première classe dans le TGV aujourd'hui qu'on l'était en seconde classe dans un corail il y a 20 ans. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est que tu mets un espace enfant dans un train, tu perds en surface. Tu perds en surface. Je pense que c'est là le fond du problème. Pour la SNCF, hein, j'entends. Oh là là. Et que je me couche tôt en ce moment. En ce moment, je suis en train de beaucoup. En ce moment, je passe beaucoup de temps à écrire. Là, je suis en train d'écrire sur la capacité d'attention et comment la vidéo verticale est tous en train de nous rendre teubés. Alors j'en fais, hein, des vidéos verticales. J'en publie même en ce moment une par. Mais le doom scrolling. Ah putain, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Putain de câble.
Je dis le doom scrolling, c'est en train de nous rendre teubés. Ça nous rend teubés. Je suis en train de regarder là-dessus. De mémoire, la capacité d'attention qui était déjà plus très importante, qui a déjà été... la capacité d'attention pour une tâche au travail était en 2004 de 2 minutes 30. En 2012, on était rendu, avec YouTube, l'arrivée du YouTube, on était rendu à 75 secondes. Depuis que la vidéo verticale existe, on est à 40 secondes. On a redivisé par 2. On a 40 secondes d'attention. Maximum. Enfin, médian. Capacité médiane d'attention d'un adulte au travail devant un ordinateur, 40 secondes. Au bout de 40 secondes, si jamais t'es pas stimulé, tu vas ouvrir un nouvel onglet, tu vas aller faire autre chose, tu vas sortir ton téléphone, tu vas ouvrir tes mails, etc. Imagine pour les gamins. Ouais. Imagine pour les gamins. Eh ben écoutez, pour l'instant, dans mes recherches, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, c'est moins pire pour les enfants que pour les adultes. On parle beaucoup des réseaux sociaux sur les enfants. Le problème, c'est que ça crée des habitudes de consommation. Mais les enfants ont des meilleures capacités de concentration que les adultes. Parce que leur cerveau fonctionne aussi différemment. Et le truc, c'est mon angle dans la vidéo, c'est que ça change l'intégralité de l'écosystème de la création culturelle, audiovisuelle, etc. Les livres sont pensés pour des gens qui n'ont plus d'attention. Les séries sont pensées pour des gens qui n'ont plus d'attention. Les vidéos, j'en parle même pas. Hein, bien sûr. Les vidéos sur YouTube, j'en parle même pas. Tout est pensé pour une société où les gens n'ont plus de capacité d'attention. Ça change la façon d'écrire. Ça change la façon de réaliser. Ça change le financement, du coup. Ça change la longévité d'une série. Et donc, du coup, comment elle est financée. Ça change toute la production audiovisuelle. Il y a des moyens... Oui, il y a des moyens d'améliorer sa capacité d'attention. Oui, c'est pas rédhibitoire. Mais... La vidéo verticale, c'est vraiment... c'est la mort, quoi. C'est la mort de la mort, hein, vraiment. C'est la mort de la... j'ai envie de vous dire, c'est même la mort de tellement de choses. C'est la mort aussi de la création. Parce que les vidéos verticales sont... Oui, on parle de mandarin. Sont pensées... En fait, c'est vraiment des shoots de dopamine. Shoot de dopamine sur shoot de dopamine. Et pour pouvoir qu'un créateur puisse en tirer un revenu, il faut qu'elle fasse au moins 1 minute. Donc pendant 1 minute, on va faire du teasing. Enfin, maintenant, elles sont très standardisées. C'est un hook. En mode, ce que vous pensez de ça est vraiment faux. Boum, développement. À la fin, vous n'avez rien appris parce qu'en fait, vous le saviez déjà. Et vous vous demandez pourquoi est-ce que vous avez regardé la vidéo dont vous ne vous souvenez même plus le soir. C'est un truc de fou. Est-ce que c'est pire les vidéos 16/9 générées de A à Z par IA ? Non, c'est pas pire. C'est pas pire, c'est juste que c'est une étape de plus dans l'automatisation de la création de contenu. Retour des montages infernales que faisait McFly et Carto pour maintenir l'attention. Après, c'est... Moi, je dis ça avec beaucoup de gravité, mais je fais partie du problème. Je fais évidemment partie du problème. Mes vidéos sont beaucoup trop énergiques pour beaucoup de gens. Beaucoup trop énergiques pour beaucoup de gens. Je parle trop vite. Le montage est trop dynamique. Parce que c'est comme ça que je monte, et c'est parce que moi-même, j'ai besoin... Moi, j'ai besoin d'être accroché quand je regarde une vidéo. Donc, je monte ce que moi, j'aimerais consommer. Donc, et pourtant, YouTube, on pensait que YouTube, c'était déjà beaucoup comme impact sur la capacité d'attention et sur le rythme frénétique. Mais la vidéo verticale, ça dépasse toutes les espérances. Et alors là, depuis le Covid, c'est... J'ai plus les chiffres, hein, les chiffres seront dans la vidéo, mais sur les capacités de... Parce qu'il faut savoir que du coup, comme on le disait à l'époque, et c'est une phrase qui est restée, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et sur les réseaux sociaux, c'est le cas. Les réseaux sociaux vendent des espaces publicitaires à des annonceurs. Et les annonceurs achètent les espaces publicitaires prioritairement là où il y a le plus de rétention d'audience
de transformation et donc en fait d'argent à se faire. Et il se trouve que YouTube c'est le pire. Genre YouTube c'est le moins rentable pour un annonceur visiblement. Ce qui fait que YouTube en fait c'est très mal rémunéré YouTube. Comparé à Twitch, YouTube c'est très mal rémunéré. Twitch est très bien rémunéré de l'heure et de la vue en OP, très bien rémunéré. Mais là Twitch est en train de se casser la gueule parce que la vidéo verticale, ça défie mais toutes les espérances, ça bat toutes les espérances des annonceurs. En taux de transformation, en taux de rétention, les créateurs sont moins payés, mais ça transforme beaucoup plus. Ce qui fait que c'est pour ça aussi c'est pour ça qu'on fait des shorts pour le défi linguistique, parce que Italki paye pour des shorts aussi. Italki paye pour qu'on ait un développement sur les shorts, pour qu'on ait plusieurs shorts à l'année qui rappellent leur service. Et dites-vous qu'une vidéo qui me prend 3 semaines à faire, ce n'est que 2 fois et demi plus payé qu'une vidéo qui me prend un après-midi à faire et à publier sous format short. Donc le calcul est vite fait. Hein. C'est ouf, toutes les vidéos 100% IA sur YouTube, les sujets complots les plus pétés qui existent. Alors apparemment, j'ai lu ça comme trend, c'est que depuis le Covid, YouTube est utilisé comme plateforme d'information par énormément de gens. C'est horrible, nombreux de mes clients me demandent des formats courts verticaux. Je reviens à remanier à transformer mes anciens cours comme cinématiques pour faire du vertical à la fin. Bah ouais. Ah ouais. Alors, fun fact, pas si fun, Disney Plus et Netflix vont se lancer dans la vidéo verticale. Waouh. La plateforme va mal. Oui, c'est vrai, Twitch perd des viewers. Alors, Twitch ne perd pas tellement de viewers, en fait, pardon. Twitch perd un peu de viewers. Il y a une érosion. Surtout, le public de Twitch vieillit. Mais Twitch ne perd pas tellement des utilisateurs, c'est surtout que les utilisateurs ont beaucoup moins de temps à dédier à Twitch qu'ils en avaient il y a 3 ou 4 ans. Ce qui fait que je crois qu'en 2020, avec le Covid, on est monté à 2,1 milliards d'heures consommées en moyenne sur la journée. Sur la journée ou sur la semaine, je ne sais plus. Et là, on est à 1,4 milliard. On a bien baissé. On est passé de 2,1 à 1,4. Et si ça continue, moi, en regardant, en faisant les projections, si ça continue, Twitch devrait retomber sur les chiffres d'audience pré-Covid d'ici 2028. Donc en fait, le nombre d'utilisateurs, lui, est globalement stable. Il a tendance un peu à s'éroder, mais globalement stable. C'est juste que les utilisateurs ont aujourd'hui 3 fois moins de temps à dédier à Twitch qu'ils en avaient il y a 3 ou 4 ans. Mais c'est aussi parce que le public vieillit. Non, c'est aussi parce que... Enfin, en vrai, c'est aussi l'une des raisons bêtes, c'est que le public vieillit. Tous les gens qui regardaient à l'époque du Covid, vous étiez bloqués chez vous. Vous étiez pour certains en fin d'études ou pendant les études, vous regardiez Twitch, parce qu'il fallait bien occuper sa journée. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller bosser, vous avez les transports, vous êtes dans la bagnole, le soir vous rentrez, vous avez des gamins, vous ne regardez pas Twitch, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Dans les gros, il n'y a pas beaucoup de nouveaux entrants. Non, ça se sclérose. Twitch, ça se sclérose de fou. La plateforme est en train de mourir. Elle n'est pas en train de mourir, elle n'est pas morte, hein, je pense qu'il y a encore une paire d'années, mais pour moi, je serais un gros créateur. Alors, les gros créateurs sont globalement plutôt à l'abri. Hein. Vraiment plutôt à l'abri, mais... Ouais. Je trouve que la sphère documentaire sur YouTube a drastiquement changé. Il y a 10-15 ans, c'était encore des docus-faits pour la télé qui apparaissaient. Maintenant, sur énormément de contenu youtubeur qui documente des fun facts historiques, géographiques ou autres. Mais les docus YouTube, c'est en train de s'effondrer, hein, c'est en train de se casser la gueule, ça coûte beaucoup trop cher à faire.
Les VOD Twitch sont une concurrence déloyale pour les. En fait, les gens sont. En fait, ce truc de marché de l'attention, il y a un truc que ça enseigne. C'est que les gens aujourd'hui sont en demande de flux. Ils veulent bouffer de la vidéo au kilomètre. Donc pour ça, un live de 8 heures, des VOD à n'en plus finir, ou alors le doom scrolling sur ton application TikTok ou Insta, scroller comme un demeuré pendant 2, 3, 4 heures même. Il faut du flux continu. En fait, les gens n'éditorialisent plus ce qu'ils regardent. Les gens ne cherchent plus ce qu'ils regardent. Les gens veulent bouffer du kilomètre de vidéo. Et alors moi, par exemple, une chaîne de vulgarisation scientifique sur YouTube, c'est la pire chose. Parce qu'on ne produit pas énormément de quantité de vidéos, parce que ça prend du temps. Et en même temps, sur la vidéo courte, on n'est pas très bon. Parce qu'en fait, la vidéo courte, il faut vraiment rester très 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 en surface. Donc on est le moins rentable et on est probablement ce qui va le plus rapidement mourir. Voilà. Exemple concret du problème de Twitch, tu veux une VOD, tu vas la chercher sur YouTube. Bah oui, mais en même temps, tu vas pas te taper il y a plus de pubs sur Twitch que sur YouTube maintenant. Alors, quand tu fais du catalogue, dur de rentrer sur du flux. Et c'est pas très intéressant, je pense, comme modèle économique, dans le sens où le problème des économies de flux, de vidéos de flux, que ce soit la vidéo super longue ou la vidéo super courte, c'est que t'es dans l'instantané en permanence. T'as pas de visibilité sur ton planning à long terme. Ton succès peut vraiment s'arrêter du jour au lendemain parce que t'es vraiment sur un marché de l'habitude. Et c'est beaucoup plus dur de rester dans la mémoire des gens et de marquer les gens à long terme. Ça, j'en avais parlé dans Faut-il être clivant ou faut-il être trahi pour marquer son époque. Mais quand t'es uniquement dans du divertissement de flux, tu ne manques à personne si tu disparais. Et même d'ailleurs, tu disparais de la vie des gens. Les gens ne s'en rendent même pas, ils se rendent même pas compte qu'ils t'oublient. Et ça, c'est terrible. Tu penses pas qu'un public d'irréductibles gaulois va maintenir ce flux de vulgarisation scientifique en vie? Bah si, je pense, un petit peu, oui, si, ça devrait. Mais par contre, ça va se resserrer, ça va se scléroser, je pense. Ça va se resserrer. Pour moi, surtout les principaux problèmes du marché de l'attention et de l'effondrement de l'attention des gens, pour vous la faire courte et un peu spoiler la vidéo, c'est que ça nous rend antipathiques. Quand on est antipathique, on vote beaucoup plus à l'extrême droite et on est beaucoup plus client des phénomènes de harcèlement. Hélas. Et ça nous rend dépressifs aussi. Donc, d'un moment, il va peut-être falloir adresser le problème d'un point de vue de la santé publique. Alors, il y a des choses qui changent en bien dans la société. Hein. Les gens boivent moins d'alcool, par exemple. Les gens sont moins dépendants à l'alcool. Ça, c'est une très bonne chose. Mais les gens sont beaucoup plus dépendants aux phénomènes addictifs comportementaux, comme le scroll. Ouais, je suis en train de travailler sur le prochain livre, ouais. Ouais, je suis en train de travailler sur le prochain livre. Mais du coup, le problème, moi, que je vois en tant que producteur de contenu culturel, c'est le pouvoir de structure que tout ça a sur la production culturelle. Et alors, pendant longtemps, on a craché sur la télé et on a chié sur la télé. Il se trouve que la télé, parce qu'il y a l'ARCOM qui existe et parce qu'il y a des cahiers des charges, etc., est probablement, en matière d'audiovisuel, la zone où il y a encore un temps un peu plus lent, pas aussi lent qu'avant, mais un temps un peu plus lent qu'ailleurs, avec des productions un peu plus de long cours, des vraies productions artistiques. Ouais, c'est la télé, quoi. La télé, le service public, beaucoup d'ailleurs, même. Le service public, pas que, Arte aussi. Arte font de très bons documentaires. France Télé aussi. France Télé fait de très bons documentaires, font de très bonnes séries ou de très bons téléfilms. Bah voilà, la télé, ça sauve un peu parce qu'il y a encore des grosses équipes. Arte, c'est pas le service public. Non, Arte, ça compte pas comme service public. Il me semble pas. Hein. Il me semble pas que ça compte comme service public. Il y a une participation publique dans Arte, mais je ne crois pas que ça compte comme du service public.
C'est une chaîne de service public, mais je n'ai rien dit. Parce que je crois... Alors putain, pardon. Service public de vocation européenne, mais j'ai rien dit. Parce que moi, il me semblait que les financements d'Arte dans les événements ne comptent pas comme des financements publics. Alors que France TV, oui. Mais peut-être que je me trompe. Et je crois qu'il y a une subtilité du genre. Peut-être parce que c'est une chaîne franco-allemande, je sais pas. J'aime bien le montage plus lent de Arte parce que c'est relax. Mais en fait, ce qui est fou, juste, pour finir sur ce sujet, ou pour en tout cas prolonger sur ce sujet, c'est que actionnaire France Télévisions, État français, Radio France, INA. Ok, bon, j'ai rien dit. C'est que les producteurs et les distributeurs de produits culturels. Pourquoi tu as parlé d'alcool? C'est attention. Non, c'est lié aux addictions. C'est lié aux addictions. L'alcool, c'est impliqué dans beaucoup d'accidents mortels, dans beaucoup d'accidents domestiques, dans beaucoup de violences conjugales. Et ça, pour le coup, l'alcool réduit dans la société. Donc c'est plutôt bien, plutôt positif. Mais par contre, cette addiction est remplacée par une autre, quoi. Ouais, c'est que du coup, la plupart des... Regardez le marché du livre. J'en parlais... Alors c'est marrant, j'en parlais avec Cyril Destocky, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce gars. Ici, moi je vous conseille sa chaîne YouTube à Cyril Destocky, c'est un auteur et bêta-lecteur qui travaille dans l'édition, qui est quelqu'un de très bon. Il vend des formations que j'ai faites moi pour l'écriture qui sont vraiment très bonnes. Et en fait, je lui ai adressé ce problème, je lui ai envoyé un message vocal il y a quelques jours, et je lui ai dit, mais est-ce que t'as pas l'impression que le show don't tell, donc le show don't tell, je sais pas si vous voyez, c'est l'idée que dans un récit, il faille montrer les intentions des personnages plutôt que les dire. Voilà, littéralement, montrer et ne pas dire. Montrer qu'un personnage est intelligent, montrer qu'un personnage est malin, montrer qu'un personnage a de la suite dans les idées, par son comportement, par sa façon d'être, plutôt qu'un narrateur qui vous dit ce qu'il faut voir, ou alors des personnages qui vous disent en permanence lui il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Et le show don't tell, pendant longtemps, pendant presque toujours d'ailleurs, depuis que la narration existe et que c'est un art et que c'est un art lucratif, on considère que c'est vraiment le nec plus ultra, quoi. C'est vraiment le meilleur moyen de caractériser des personnages, de les faire vivre, etc. Le show don't tell. Et moi je lui disais, j'ai quand même l'impression que le show don't tell, c'est en train de se casser la gueule. C'est un truc de cinéma et c'est surtout beaucoup un truc d'écriture. C'est un truc d'écriture. Cinéma, série et beaucoup dans les romans. Beaucoup dans les romans. Et en fait, je lui disais, mais est-ce que t'as pas l'impression que le show don't tell, c'est en train de se casser la gueule? Exemple, j'ai lu il y a pas longtemps Angélique de Bussy. Bussy est l'un de celui qui vend le plus de livres en France. Les personnages sont très peu caractérisés. Et il n'y a rien qui... En fait, les descriptions sont quasiment inexistantes. Parce qu'elles ne servent pas à l'intrigue. Parce qu'on n'a pas besoin de développement de personnages. Ce qu'on veut, c'est une intrigue efficace. Et là, l'un des plus grands succès littéraires, et d'ailleurs, il m'a dit qu'il allait faire une vidéo là-dessus, donc moi, je vous en parle sans l'avoir lu, mais parce que j'en ai beaucoup entendu parler, c'est La femme de ménage de McFadden. Ça a l'air d'être tellement descriptif dans le sens, dans les intentions, très peu de descriptions, ouais, La femme de ménage, très peu de descriptions, en même temps très descriptif dans les intentions, que certains ont pensé que le bouquin était écrit par une IA. Alors le bouquin n'a pas été écrit par une IA. McFadden, ça fait des années qu'elle écrit, ça fait des années qu'elle a un stock de livres à écouler, mais c'est des intrigues ultra efficaces, avec des bouquins qui sont finalement très courts, les descriptions sont quasi inexistantes ou réduites au minimum, et en fait le show don't tell est très peu présent, parce que ça fait perdre du temps. Et en fait, c'est marrant parce que j'en parlais aussi avec mon éditeur, j'en parlais avec des gens du secteur du bouquin, parce que moi, je me renseigne. Moi, vous savez, je suis très intéressé sur les mutations du secteur culturel. Comment est-ce que les œuvres culturelles sont structurées par la société aussi qui les produit? C'est sûr qu'on n'est plus du tout au temps de Proust ou au temps de Zola, où on se tape des bouquins de 600 ou 700 pages avec que de la description, parce que c'est super important de montrer c'est quoi les paysages du Nord à l'époque, c'est quoi l'ambiance,
comment les gens sont habillés, comment les gens respirent, de quoi ils parlent au quotidien. Bon, on n'est plus là non plus parce que les bouquins à la Flaubert, à la Proust, c'est beaucoup trop chiant. Enfin, franchement, moi je trouve ça vraiment très chiant, quoi. Et parce qu'à l'époque, le feuilletonner, pour le coup, il fallait faire tirer le texte en longueur. Donc il fallait feuilletonner. C'était important. Aujourd'hui, il faut vendre des bouquins courts qu'on peut lire j'en ai parlé avec une pote, mon associée, qui m'a dit qu'un aller-retour en train, elle s'est fait la femme de ménage et que du coup, au moins, c'était incroyable. Mais bon, c'est pas un livre très mémorable, mais en même temps, c'est très rapide à faire. Et en fait, ça tabasse, quoi. Ça tabasse. C'est des bouquins écrits pour des gens qui n'ont pas le temps de lire. Et avec des chapitres extrêmement courts. Et dans chaque chapitre, et c'est ça alors là où je veux reconnecter, dans chaque chapitre de ce type de bouquin, mais il n'y a pas que celui-là, Bussy c'est pareil. Moi Bussy je l'ai lu en un aller-retour, hein. Je l'ai acheté à Lyon, je suis arrivé à Paris, je l'avais fini. C'est très bien comme livre, hein. L'intrigue est très bien, un peu incroyable et tout, mais il y a ce truc de, dans chaque chapitre, 2 ou 3 paragraphes pour commencer, pour te récapituler l'intégralité de ce qu'il y a avant dans le bouquin. Parce que les bouquins sont pensés pour des gens qui lisent un chapitre par jour, avant de se coucher, un quart d'heure et ils s'endorment. Ou alors ils tabassent, quoi. Et le problème, alors, pas de côté, c'est exactement ce que vous avez dans les séries Netflix aujourd'hui. Les séries Netflix aujourd'hui, elles sont écrites et diffusées pour des gens qui font autre chose en regardant les séries. Et je sais, je fais partie de ces gens-là. Le truc qui est très chiant, c'est que vous regardez Stranger Things. Moi, j'aime beaucoup Stranger Things. Hein. Les personnages dans Stranger Things passent leur vie à vous rappeler ce qu'il se passe. Ils passent leur temps à vous rappeler toutes les informations pour être sûr que vous suiviez. Et c'est fou parce que je me suis rendu compte que je commençais à faire la même chose dans mes vidéos. Dans les vidéos que j'écris, je le fais. Vous savez pourquoi ? Alors, je vous spoil carrément la vidéo que je suis en train de faire, c'est pas grave, mais voyez la vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. Pour ceux qui étaient là en compteur l'ont vu. La vidéo sur la politisation des influenceurs. Cette vidéo, et pourtant c'est une vidéo YouTube, hein, donc une vidéo qui va au rythme de YouTube, mais une vidéo où je réactualise assez peu les informations. Il y a des moments où je fais des récapitulatifs sur des fins de partie. Eh bien, cette vidéo-là, elle a été diffusée au cinéma. Tous ceux qui l'ont vue au cinéma m'ont dit que le propos était très clair, qu'on comprenait très bien et que la vidéo était bien construite. Les gens qui l'ont vu chez eux m'ont dit qu'ils avaient été distraits, qu'il y a des moments où ils ne savaient pas trop, ils ont dû reconnecter, ils avaient perdu le fil, que la musique était trop envahissante, comme je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles, mais... Et en fait, c'est juste une vidéo où il y a... Enfin, en fait, c'est une vidéo, si vous la regardez dans un contexte où il y a des sources de distraction, effectivement, vous perdez le fil. Il y a un acteur qui en parlait que Netflix demandait au réal et au showrunner de prendre en compte de remettre l'intrigue 3 ou 4 fois dans l'épisode, ce que les gens regardent en même temps que du scroll Insta. Absolument. Donc on est vraiment... Donc en vrai, maintenant les séries sont construites avec cette idée il ne faut pas trop être subtil, il ne faut pas avoir une réalisation trop subtile, des choses qui se passent en arrière-plan par exemple. Dans une vidéo, jamais, parce que les gens ne regardent même pas vraiment l'écran. Et c'est fou, parce qu'en parallèle, vous regardez Pluribus. Moi, j'ai commencé Pluribus, là. Dans chaque plan, il y a... Moi, j'adore la réalisation de Vince Gilligan. J'adore ce mec. J'adore Better Call Saul. J'adore Breaking Bad. Breaking Bad qui a quand même été... Enfin, Breaking Bad qui aurait dû être annulé à la fin de la saison 1, à la fin de la saison 2, on rappelle. Hein. C'est pas trop accrocheur, c'est trop lent, etc. Cette série a failli se faire annuler 2 fois. Breaking Bad.
Et ils n'ont financé que 7 épisodes sur la première saison, on rappelle juste. Hein. Et on se retrouve dans une situation. Quand vous regardez Pluribus, dans chaque plan, il y a un truc qui se passe. C'est pas une série que vous regardez en faisant autre chose. Et alors, figurez-vous que les épisodes sont de plus en plus courts. On supprime toutes les scènes contemplatives. Tous les plans un peu trop lents. Et les saisons réduisent en nombre d'épisodes. Et les séries réduisent en nombre de saisons. Et on est vraiment sur quelque chose de vraiment beaucoup plus rapide, en fait. Un bon prof répète pour ancrer l'info, un bon téléfilm répète 10 fois la même chose pour qu'on ne le loupe pas. L'intention est différente, mais peut avoir le même effet. Et moi, c'est juste que ça me fatigue qu'on ait des œuvres et qu'on ait des distributeurs et des éditeurs qui pensent comme ça, maintenant. Où il faut tout rappeler tout le temps et ne laisser aucune place à la suggestivité ou au sous-entendu ou à la construction de long terme. Et une place, en fait, aussi au lecteur ou au visionneur pour se poser des questions. Parce qu'en fait, on ne supporte pas avoir la réponse tout de suite. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, regardé le premier épisode de Pluribus avec ma femme. Et elle me dit, mais je comprends pas pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, mais pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Ça faisait 10 minutes d'épisode. Je dis, mais attends la fin de l'épisode, parce qu'elle n'a pas l'habitude de cette réal. Regardez Better Call Saul, ça commence toujours avec un plan de genre, vous avez une chaussure dans un évier, ou une caméra qui file un caniveau, et vous savez pas ce qui se passe, et vous avez la réponse que 50 minutes plus tard. C'est ça la réal de ce gars-là. Et on n'a plus l'habitude du tout, quoi. Il y a des chaînes YouTube qui ne vivent que parce qu'elles rappellent le contexte des séries, des animés chaque semaine, chaque épisode. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, on est du coup aussi dans une ère où l'absence de clarification, l'absence d'information génère de la frustration. Et cette frustration est insupportable et de plus en plus insupportable pour les gens. Les gens ne supportent plus ni l'ennui, ni la frustration, ni le fait d'attendre, d'avoir l'information. Il faut tout de suite, quoi. Et moi, je m'inclus là-dedans. Hein. Je suis aussi impacté par ce truc. Des fois, en fait, il y a une série, j'ai envie de savoir la fin. Je vais me taper la fin, je veux la fin. Comme ça, au moins, je vais quand même kiffer la série, mais je veux la fin tout de suite, quoi. Et donc, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant sur la création culturelle, la création de produits culturels. Les romans, par exemple, c'est... Quand je parlais avec Cyril Destocky, je dis pourtant, il y a quand même des bouquins qui sont un peu plus contemplatifs, un peu plus lents, qui font du développement de personnages. Je dis par exemple, L'Art du Contrevent. Il m'a dit, mais L'Art du Contrevent, ça commence à dater, hein, déjà. Hein. Et la série de Game of Thrones fait ça comme série, mais les bouquins de Game of Thrones, Le Trône de Fer, ça date d'il y a un moment. Hein. Le Trône de Fer, c'est le premier livre, il est sorti en 96. Le film Dune est un peu comme ça, un peu contemplatif, alors que le film il va à 1000 à l'heure si on compare au bouquin. Mais le film est un peu lent comparé. C'est pas un film à la Marvel, c'est pas une structure à la Marvel, et les gens sont très frustrés de ça pour beaucoup. Mais c'est dans les années 60, c'est un bouquin des années 60. Donc voilà, on est sur ouais, alors du Contrevent en 2004 de mémoire. Ouais. Et en fait, par exemple dans l'édition, parce que du coup l'édition aussi est un... 2004, bien vu. Le monde de l'édition, c'est un bon prémisse de ce qui sera adapté au cinéma ensuite, ou adapté en série, ou adapté au cinéma. C'est vraiment l'un des bons viviers de scénarios et d'intrigues. Bah voilà, les bouquins adaptés, c'est la fin de ménage, quoi. Et les éditeurs, ce qu'ils veulent, c'est... Merci Captain Affetz. Les éditeurs ont un pouvoir de structure énorme. Hein. Les éditeurs, ce qu'ils veulent, c'est de la dark romance, du cul dans de la fantasy,
Voilà. Du cul dans la fantasy, ça marche bien. Dark romance, du cul dans la fantasy et presque du porno même d'ailleurs. Presque du porno. Tout Stephen King adapté sont des bouquins de 1000 pages. Non, pas les derniers. Hein. Les derniers moi, j'ai lu les derniers de Stephen King. J'ai les 3 derniers que j'ai lus. Ça va beaucoup. Les bouquins de Stephen King sont beaucoup plus rapides. Moi, je trouve que ça a un rythme plus effréné aujourd'hui. Hein. Les bouquins de Stephen King sont plus rapides. Moi, j'ai essayé de lire Cujo il y a pas longtemps. C'est vachement plus lent que l'Institut. Je trouve. Après l'Institut, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché du tout. J'ai lâché au bout d'un moment. Ouais, c'est les page turners, ouais. Et donc moi c'est une forme de frustration parce que moi je suis en train d'écrire de la SF en ce moment. Et moi mon éditeur m'avait dit là c'est mon premier bouquin que j'ai fait, que j'ai pas publié encore, hein, que j'ai fait, que j'ai envoyé. C'est vrai qu'il m'avait fait ce retour de tu fais pas assez passer d'informations par en dehors des dialogues, donc par le narrateur. Le narrateur faut qu'il réactualise plus ses infos. Voilà. L'Institut fait 800 pages. Après il y a plusieurs histoires dans l'histoire dans l'Institut. Il y a 2 histoires dans l'histoire, il y a 2 livres dans le livre. Tu connais le seul film de Stephen King adapté réalisé par lui-même? Non, pas du tout. Et après, Stephen King, après, encore une fois, c'est un mec, il vend du bouquin, ça fait 40 ans qu'il vend du livre. Hein. Ça fait 40 ans qu'il vend du bouquin, quoi. Donc c'est aussi quelqu'un de très prolifique et 50 ans même, ouais. En tout cas, il y a un vrai sujet sur les bouquins. Pour le coup, ça a testé. Hein. Les bouquins édités sont de plus en plus courts. La part de dialogue est de plus en plus importante comparée au reste du récit. Et il y a de plus en plus de réactualisation des informations. Voilà. J'essaye de faire du jeu de rôle à des IA. C'est horrible, la narration, c'est de la répétition permanente. Carrie. 74 Carrie. Oui, qui est le premier livre adapté, non? Et je pense que du coup, oui, l'IA va s'inviter dans l'écriture bientôt. Et alors, j'ai fait le test. Figurez-vous, j'ai fait le test. J'ai fait lire à Gemini. Vous savez que moi, j'utilise des agents conversationnels pour tester des trucs et pour faire de la data analyse, etc. Et du coup, à un de mes agents conversationnels de Gemini, je lui ai uploadé une partie du livre sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, une partie du roman sur lequel je suis en train de travailler. Et il m'a dit c'est peut-être écrit par de l'IA. J'étais en mode ah. Peut-être pas par contre, mais peut-être oui, mais peut-être non. Je sais pas trop. J'étais en mode ah. Et c'est intéressant, je trouve, ce truc de d'IA, détecteur d'IA là. Stephen King, ouais, Stephen King, il écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais qu'il est très fan de Stranger Things aussi. Il était très fan de Stranger Things. Mais en même temps, il y avait tellement. Vous savez que le titrage de Stranger Things, la typo, le générique. D'ailleurs, il y a le tuto sur YouTube de comment le générique a été fait. Ça a été fait uniquement avec des plugins natifs de After Effects. Je trouve ça incroyable. C'est inspiré des typos des bouquins de Stephen King. Je peux vous montrer, hein, j'en ai plein. Le truc, c'est que c'est les versions poche, donc c'est pas celles-là qui sont bon. Ça n'a jamais fonctionné le détecteur IA sur de l'écrit. C'est juste des startups qui montent ça pour vendre à les universités. Il y a de plus en plus de profs qui psychotent sur l'IA et qui maintenant suspectent leurs élèves d'utiliser ChatGPT pour faire les contrôles et qui leur foutent des zéros en mode ouais, triche ChatGPT et tout. J'ai foutu ta copie dans le détecteur, c'est ChatGPT.
Il y a un gars qui a répondu sur Reddit. Moi, j'ai répondu au prof en mettant le cours du prof dans le même outil et qu'il a détecté que c'était fait par IA. Et voilà. Dernière année d'école, j'ai failli prendre 0 car détecteur d'IA sur une dizaine de pages tapées à la main. Ouais, voilà. Ouais. Mais l'IA l'IA dans l'écriture, c'est de plus. En fait, c'est normal que l'IA s'invite dans l'écriture de romans, j'entends, et c'est de plus en plus courant d'ailleurs. Moi, je ne crois pas que ce soit un problème. Pas que ce soit vrai. Vous savez, il y a beaucoup d'auteurs, ce qui les distingue de l'IA, c'est pas fou, hein. Donc autant qu'ils le fassent faire par une IA, parce qu'en fait, ils ont une écriture tellement automatique, tellement efficace et tellement peu pensée pour le style, mais uniquement pensée au service de l'intrigue. Si l'intrigue est bonne, que ce soit écrit par IA, c'est pas très grave, on s'en bat un peu les couilles, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, quoi. Parce que voilà, effectivement, c'est très standardisé. C'est bon. Très intéressant cette réflexion. Étant grand lecteur de SF, je me dis que tout existe déjà si on prend les livres de Frédéric Brown en short story. Et les livres de Jack Vance totalement dans le bourrinage. On ne fait que réinventer. Oui, bien sûr. C'est quand même une grosse rupture de déléguer la création à la machine. Mais en fait, je pense que beaucoup de gens ont cette vision de la création de quelque chose d'extrêmement cathartique, de souffrance, de noblesse, etc. Mais pour beaucoup d'artistes, l'art, en tant que métier qui doit faire vivre, ça doit être quelque chose d'efficace, potentiellement fait à la chaîne, et quelque chose, oui, qui n'est pas finalement très noble, qui est un travail d'exécutant. Et pour beaucoup de gens qui sont par exemple des ghostwriters, il y en a quand même beaucoup. Il faut savoir que beaucoup de youtubeurs ont fait écrire leurs bouquins par d'autres. Hein. Que ce soit que tu t'es payé le même prix, que tu passes 1 heure ou que tu en passes 3, quoi. C'est même pas toi qui crédite à la fin. Bah évidemment que l'IA est pertinente dans ce cas-là. En tant que ghostwriter, la question elle se pose finalement très peu, hein, je trouve. Hein. Si le fond est bon et si la personne rajoute sa touche et si reformule, bah évidemment que c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Mais dans ces cas-là, et pour beaucoup de gens, bah voilà. Parce que moi, vous savez, je pense que le montage, c'est de l'art. Ben, une grosse partie du montage, c'est un travail rébarbatif de dérushage, de sélection des rushs, etc. Ça, maintenant, il y a des outils d'IA qui le font. Alors moi, il se trouve que moi, je l'utilise pas trop. J'utilise un peu dans le cadre du montage. Et je l'utilise pour faire les shorts, par exemple. Je les utilise pas vraiment pour les vidéos longues, parce que moi, j'aime encore bien à l'ancienne, prendre mon temps, choisir mes trucs. Mais bon, honnêtement, je perds juste du temps. Hein. Je perds juste du temps et juste parce que j'ai l'habitude de faire comme ça, parce que ça fait 11 ans que je fais du montage comme ça. Mais dans ces cas-là, c'est pertinent. Ce qui est important, ce qui fait la différence en termes de réalisation dans une vidéo, par exemple, bah, c'est l'intention artistique et c'est comment tu la mets au service de la vidéo. C'est pas tellement comment c'est exécuté et avec quel outil, quoi. Pourquoi ne pas s'en passer si c'est totalement fait par l'IA ? Mais rien n'est totalement fait par l'IA. L'IA est incapable aujourd'hui de monter une vidéo intégralement, d'écrire un roman en entier, ou même d'écrire un script de vidéo. L'IA en est absolument incapable, ou même d'illustrer une vidéo. Ça, si vous regardez les vidéos, il y a beaucoup de vidéos historiques ou astrophysiques écrites et générées par IA sur YouTube. Globalement, le fond est pas bon, les illustrations sont mauvaises. Sur les vidéos d'histoire, Rivenzi et Nota Bene en ont beaucoup parlé. Allez voir. Hein, évidemment qu'il faut repasser derrière. Et oui, les politiques, c'est pareil. Les politiques se reprochent aux politiques de ne pas écrire leur propre texte. Mais oui, donc voilà, qu'ils le délèguent à ChatGPT ou à un attaché parlementaire beaucoup trop mal payé, je sais pas. Le contexte que les LM actuels peuvent gérer limite quand même beaucoup leur utilité et fiabilité dans les grosses choses. Plus d'une dizaine de pages. Moi j'entends, dans l'écriture, l'IA, si elles sont là pour juste vous trouver les belles tournures de phrases, parce que vous n'êtes pas très à l'aise avec votre style, mais que l'intrigue, elle est bonne et que c'est vous qui la dirigez, parce que l'IA ne vous trouvera pas une bonne intrigue. Ça, bon. Moi, je trouve que c'est...
On n'y est pas hein, en termes de développement d'idées. Mais bon. Ça remet en cause la nécessité des créations artistiques. Moi, je ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas que ça remette en cause la création artistique. Hein. Je trouve pas. Quand un auteur écrit invente, ça lui coûte humainement, je pense que ça change ce qu'il écrit. Et le coup m'intéresse, ça change le motif et la force de création. Encore une fois, pour beaucoup de gens, à un moment, l'écriture, ça doit être... Il y a un taux horaire, quoi. Il y a un taux horaire, et quand tu dois vivre et tu dois bouffer en créant et en écrivant, il faut être efficace, quoi. Moi, je sais que, par exemple, de la vulgate, j'écris ça assez rapidement. Des fois, je me fais pas trop chier à me péter la tête sur une phrase, quoi. Et quand j'écrivais pour Nota Bene, vous savez que j'ai écrit pour Nota Bene, attends, ça remonte, hein, ça fait quasiment 10 ans. Peut-être il y a 8 ans. Quand j'écrivais pour Nota Bene, Ben, des fois, il me disait, parce que Ben, il voulait que la vidéo soit plus longue, il me disait, là, tel paragraphe tire en longueur, là, tel truc rajoute un paragraphe. Bah, je brodais. Franchement, je brodais de fou. Je mettais des phrases un peu vides. Je rajoutais des adverbes. Parce que comme ça faisait tirer le script en longueur. Mais c'est ce que tout le monde fait quand t'es auteur. Et dans ces cas-là, bah, c'est juste parce que il faut... non, ça... Il y a plein de petits artifices, des trucs comme ça qui font que... Et ça, ça reste après un texte écrit par toi, et ça reste... Mais honnêtement... aujourd'hui, j'aurais plutôt collé dans une IA et dire allonge-moi les phrases, quoi. Bien sûr, j'aurais dû relire derrière, mais au lieu que ça me prenne 1 heure, ça aurait peut-être pris 10 minutes, quoi. La révolte des canubis par rapport à l'IA et la chasse aux sorcières sur le RS, c'est hilarant. Ouais. Oui, carrément, la bonne tournure de phrase, c'est juste le travail de faible valeur pour lequel on peut déléguer. Moi, il y a un truc sur l'écriture d'invention, l'IA peut débloquer des situations de page blanche. Franchement, très rapidement, l'IA peut te trouver. Tu lui mets tout le contexte, tout ce que tu cherches à dire. C'est très détaillé, tout ce que tu veux, etc. Alors, ça dépend quelle IA tu choisis, parce que si les gens pensent que l'IA, c'est quelque chose en tant que tel, si vous allez sur Claude, Gemini ou ChatGPT, vous n'allez pas du tout avoir la même chose. Genre, Gemini est désastreusement mauvais pour faire de l'écriture d'invention. C'est un scandale. Vraiment, c'est vraiment très mauvais pour le faire. Claude est l'un de ceux qui s'en sort le mieux. Ça déverrouille des moments où t'es confronté à merde, putain, t'arrives pas à faire la bonne transition. Vas-y, essaye de me nourrir, propose-moi des idées, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour débloquer. Et en fait, ça remplace un pote avec qui tu pourrais discuter, mais qui est pas là, qui est pas dispo, qui a pas le temps pour lire l'œuvre et qui connaît pas tes intentions. Et donc ça peut débloquer. Ça peut débloquer, quoi. L'IA fait plus de mal pour les métiers de la création que de devenir un simple outil, une aide à la création. Le marché de l'emploi est désastreux pour eux. Après, il y a aussi beaucoup de décisionnaires qui décident de supprimer des postes artistiques pour remplacer ça par des IA en ayant beaucoup trop foi en ce que sont ces outils d'IA. Et se retrouvent d'ailleurs, j'en parlais avec des potes qui sont dans le code, et se retrouvent d'ailleurs à réembaucher des mecs. Ah, pardon. Et ce sont des gens qui se retrouvent à réembaucher des mecs parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas un outil magique, quoi. Il faut quand même des gens qui sachent l'utiliser, quoi. Après, l'écriture se tend du Tolkien et du Herbert, qui ont créé des univers qui s'étalent sur plusieurs livres. C'est un peu du Noton qui va enchaîner des livres de 250 pages. Mistral AI sont bons. Je sais pas. Après, si ça peut vous rassurer, je pense que c'est pas demain qu'on voit des bouquins édités, des bouquins de fiction édités et sortis grâce à Claude d'Anthropique, étant donné que t'es limité en nombre de tokens et que c'est quand même 200 balles par mois l'abonnement premium. Quand vous savez ce que touche un auteur de fiction, en moyenne, on n'y est pas. Vraiment, on n'y est pas. Ça coûte vraiment beaucoup trop cher pour ce que ça peut rapporter, quoi. Le risque, c'est d'affaiblir sa capacité naturelle à trouver des solutions pour les problèmes qu'on rencontre tout seul. Bah oui. Oui, non, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est tout à fait le problème, bien sûr. Après, il y a des choses pour lesquelles, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Genre, on a délégué le calcul mental aux calculatrices. Il faut savoir que ça a été quand même un grand débat, hein. Un très grand débat. Quand on a mis les calculatrices dans les salles de classe, hein, vraiment. Après, hélas, quand vous vivez dans un monde qui est un monde capitalistique, où en permanence le taux horaire est tiré vers le bas, dans les secteurs artistiques, le taux horaire est tout le temps tiré... tout ce que je vous ai dit là depuis 1 heure.
Tu ne peux plus faire face à la concurrence parce que tu coûtes beaucoup trop cher. Parce que ton modèle coûte beaucoup trop cher. La vidéo, le simple fait que je fasse des vidéos horizontales d'une demi-heure, c'est un non-sens d'un point de vue de l'algorithme. Je devrais faire des vidéos, j'aurais publié 4 heures de vidéos par jour. Ou alors, publier 4 heures de vidéos, ou alors publier 4 vidéos par jour d'une minute en format short et en bombarder comme ça en ayant faire 100 vidéos par mois, quoi. Je fais ni l'un ni l'autre. Et donc, mon modèle coûte en fait beaucoup plus cher que la concurrence qui est en train de grignoter le temps de cerveau disponible, pour reprendre les paroles de Patrick Lelay, dont je me parlais de la vidéo en 2004, qui avait fait scandale à l'époque. Le temps de cerveau disponible des gens, maintenant, il est essentiellement sur la vidéo très longue, ou alors sur les shorts. Moi, n'ayant plus ce temps de cerveau à exploiter chez les gens, il faut que je me réinvente pour soit que je puisse produire moins cher, pour que mon modèle continue, soit pour moi-même me mettre à faire, en fait, abandonner ce que je fais pour faire ce type de vidéo. Et dans ces conditions-là, en fait, le taux horaire, il est tout le temps tiré vers le bas, et le coût de la création, il est tout le temps tiré vers le bas, en permanence. Mais c'est pas nouveau, hein, c'est même pas l'IA, c'est depuis que ça existe, depuis que la création existe. Parce que les nouvelles techniques font baisser le coût de production. Tout le temps. Les effets spéciaux numériques ont remplacé dans les années 2000 les practical effects. C'est-à-dire que les gens qui faisaient des maquettes pendant des semaines ont perdu leur travail parce que des gens pouvaient faire la même chose sur un ordinateur en 2 ou 3 fois moins de temps. Et en fait, dans un monde capitalistique, les artistes doivent être productifs. Et pour être productifs, ils doivent utiliser tous les outils à leur disponibilité s'ils veulent survivre. Et moi, je vous parie tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, en plus, je me suis fait défoncer, moi, pour mes propos sur l'IA. Vous savez qu'en plus, moi, je suis même pas un vendeur d'IA. Je suis même pas particulièrement un gros utilisateur de l'IA. Je l'utilise de temps en temps, mais je l'utilise pas pour écrire mes vidéos. Je l'utilise pas pour illustrer les vidéos. Et je me fais quand même défoncer parce que c'est soit il faut être un anti, genre l'équivalent du vegan ultra pour l'alimentation, ou alors t'es dans les méchants, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de demi-mesure. Donc en plus, je suis même pas un très gros utilisateur de l'IA. C'est même pas là. Mais bon, peu importe. Mais moi, ma main à couper que dans 20 ans, tout le monde l'utilise. Tous les artistes l'utilisent et le revendiquent. Tout comme tous les artistes aujourd'hui, tous ceux qui étaient contre les réseaux sociaux et la numérisation dans les années 2000, aujourd'hui ont une activité numérique, une activité sur les réseaux sociaux, et tous ceux qui étaient contre Photoshop l'utilisent quand même. Vraiment. Ça, j'en ai fait une vidéo. Il y a un live de je sais pas combien d'heures là où j'en avais parlé de ça. On avait fait un peu cette évolution. Voilà. Moi, ma main a coupé que d'ici 15-20 ans, c'est la norme. L'IA est partout, c'est la norme, et les artistes le revendiquent. Et même les artistes vous diront, mais moi je l'utilisais depuis les années 2020. Alors qu'en fait, là, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous le dis, je connais beaucoup de gens qui ne le diront jamais publiquement parce que les gens ne sont pas prêts pour que publiquement soit un discours assumé, mais qui sont des artistes, qui sont des créateurs et qui utilisent l'IA dans leur création. Parce que ça les rend plus compétitifs vis-à-vis de la concurrence et parce que ça leur permet de produire plus. Et donc, dans un monde où le taux horaire baisse, il faut produire plus pour garder juste son niveau de vie. Voilà. Dans 10 ans, je pense, c'est déjà les langues se déliront, quoi. Dans la musique, l'IA... alors, vous le savez, vous avez peut-être vu, mais l'une des musiques les plus trendy sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est-à-dire la reprise de Papa Outé en version Afro-Soul, l'instrumental a été faite par IA. Alors, le mec a quand même dû se casser le cul. Hein. C'est pas juste, il a mis dans un prompt parce que c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas juste vous tapez et ça sort le truc parfait direct. C'est pas du tout. Ça, c'est mal comprendre comment ça marche l'IA. C'est comme ceux qui pensaient qu'il y avait 3 clics sous Photoshop et ça y est, t'avais perdu 20 kilos et on avait changé le fond et changé toute la lumière, etc. Non, ça demandait quand même des capacités techniques pour utiliser et faire au logiciel ce que tu voulais y voir. Et l'IA, c'est pareil, quelle qu'elle soit.